Bonjour à tous les mangeurs d'olives, c'est le retour du podcast des passionnés de lecture. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui m'a marqué quand je l'ai lu il y a quelques années de ça, qui s'appelle Dans la peau d'un noir de J. H. Griffin. Alors le principe de ce livre, comme son nom l'indique, c'est le fait qu'un journaliste blanc a suivi un traitement dermatologique à base de pilules contre le vitiligo et de traitements UV. En fait, s'est rasé la tête et s'est fait passer pour un noir pendant 6 semaines dans 4 États du sud des États-Unis en l'an de grâce 1959, donc bien avant les droits civiques et bien avant la fin de la ségrégation. Alors moi, quand j'ai découvert ce livre, je vous avoue que au début j'ai pensé à une blague parce que je pense pas que c'était possible. Ça m'avait rappelé un film que j'ai vu dans ma jeunesse où il y avait un étudiant à la fac aux États-Unis qui faisait ça, mais je croyais vraiment que c'était un gimmick de film, quoi. Je pensais pas que un blanc pouvait vraiment réussir à se faire passer pour un noir. Et en fait, si. Et donc, cet homme-là, J. H. Griffin, ensuite en grattant un peu quand j'ai lu le bouquin pour savoir qui c'était, je me suis rendu compte que c'était quand même quelqu'un d'extraordinaire. Alors, je vais vous raconter un peu sa vie. Euh, il est né à Dallas, au Texas, en 1920. Et ce qui est étrange pour nous francophones, c'est que très tôt, en fait, il est parti faire des études en France, à Poitiers. Il a fait des études de littérature et aussi des études de médecine. Et il a même passé un petit moment chez les bénédictins à l'abbaye de Solesmes, où il étudiait les effets de la musique sur la folie. Il étudiait la thérapeutique musicale en fait. Malheureusement pour lui, la Seconde Guerre mondiale arrive assez tôt et le coupe de ses études. Mais comme déjà il fait montre de courage, quoi. C'est pas un lâche. En fait, il rentre dans la résistance très vite et il aide pas mal de juifs à échapper à la Gestapo. Et il aide à monter un réseau de résistance avec les maquisards du coin à Poitiers. Et quand l'Amérique entre en guerre, en fait, il repart aux États-Unis et il s'engage et il fait la guerre dans le Pacifique. Et là, bizarrement, il est blessé pendant une bataille et il devient aveugle en fait. Donc il rentre aux États-Unis. Il reste aveugle pendant plusieurs années, jusqu'en 57 je crois. Ouais, 57 et il recouvre la vue, miraculeusement. Donc il se remet à travailler normalement. Et comme il est originaire du Texas et qui vit toujours dans le sud des États-Unis, il est quand même, et qu'il a été sensibilisé aux inégalités pendant la guerre et avec ses activités de résistant, en fait, il commence à s'intéresser vraiment à la situation des Noirs dans le sud et à la ségrégation et tous les malheurs qu'ils subissent. En fait, il est très ami avec le directeur d'un magazine qui s'appelle Sepia, et qui est un magazine en fait pour les Noirs, qui s'appelle Georges Lévitan. Et il a une idée en fait, il lui dit écoute, je sais qu'en tant que blanc, j'arriverai jamais à approcher la communauté noire et à faire en sorte qu'ils me parlent de leur tracas, de leur quotidien, de leur malheur. Donc, j'ai le projet de me faire passer pour un noir. Alors, au début, pareil, le directeur du magazine lui dit bah, c'est même pas possible et tout, mais comme il en avait déjà parlé à son médecin et qu'il avait un plan en tête, quoi, il arrive à le convaincre en gros de le financer là, pour son enquête. Et donc en 59, il s'y met quoi. Il décide de partir et de traverser 4 États du Sud et les pires quoi, parce que c'est la Louisiane, l'Alabama, le Mississippi, la Géorgie. Donc c'est vraiment le pire du pire de Jim Crowland quoi. et donc il commence, il met au courant sa famille, il met au courant le directeur de publication et il y va. Et moi, ce qui m'a tout de suite frappé en fait quand j'ai lu ce livre, c'est bon, bien sûr, j'avais déjà lu pas mal de bouquins là-dessus, j'avais vu des films et tout, mais en fait, dès le début du livre, en fait, on se rend compte que c'est comme s'il arrivait sur une autre planète, parce qu'il commence en Louisiane, donc il est grimé, enfin pas grimé, il a bronzé quoi, au point de paraître vraiment noir. Il a rasé ses cheveux parce que comme il n'avait pas de cheveux crépus et il a des traits de blanc en fait, il s'est dit que c'est ce qui le rapprocherait le plus d'un noir, mais de toute façon en fait il se rend très vite compte que les blancs
font même pas attention à ça, hein, quoi. Du moment que t'as la peau noire, t'es noir, quoi. Ils font pas attention à tes traits, ils font pas attention à tes yeux, ils font pas attention à la manière que t'as de parler. Parce que par exemple, il explique que, à part le fait d'être noir, il change pas son comportement, sa manière de parler, sa manière d'être. Il veut juste voir si les blancs changent de comportement envers lui juste parce qu'il est noir. Et donc il demande à son pote l'évitant là, de le déposer à un arrêt de bus Greyhound, là, les cars qui parcourent les États-Unis. Et c'est la fin de la journée. Et lui, il n'a pas les réflexes de noir, c'est normal. et donc il attend le bus, enfin le car, il prend un ticket, il a le réflexe d'aller attendre le bus à l'arrêt de bus normal, quoi. Et très vite, il y a un noir qui vient le voir et qui lui dit hey mec, qu'est-ce que tu fous là? Et il dit bah comment ça? Il dit mais qu'est-ce que tu fais là? T'attends quoi? Et il lui dit j'attends le bus. Il dit mais t'es ouf, t'attends le bus à l'arrêt des Blancs. Tu veux mourir ou quoi? Et lui il avait même pas fait gaffe. Il avait oublié la ségrégation totale, que même un arrêt de bus, bah, en fait, il y a un arrêt de bus pour les blancs, un arrêt de bus pour les noirs. Et pareil, donc il dit ah oui t'as raison et tout, donc il va avec lui à l'arrêt de bus des noirs, et puis il attend, et il a envie d'aller aux toilettes. Et pareil, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va aux toilettes. Et le même mec lui dit mais qu'est-ce que t'as un problème ou quoi? Tu veux mourir? Tu vas dans les toilettes des blancs? Et pareil, ils disent merde, putain, les erreurs de débutants, quoi. Donc il va dans les toilettes des noirs, et déjà là il se rend compte que ça va être impossible. Chaque chose qui paraît naturelle pour lui, bah, il va falloir qu'il réfléchisse à deux fois. Et comme nous on est en train de le suivre pas à pas, on se rend compte aussi que en fait c'est complètement schizophrénique, déjà comme démarche, comme bouquin, et comme monde, quoi. C'est vraiment un monde à deux vitesses. Quand il prend le car, tout de suite, bah, là il fait attention, il va avec parce que l'autre lui dit viens avec moi, il s'assoit à l'arrière du car, parce que l'avant du car c'est pour les blancs, l'arrière du car c'est pour les noirs. Et pareil, lui il est là quand il s'assoit, il regarde une blanche, mais il la regarde pas parce qu'il s'intéresse à elle, il la regarde parce qu'elle passe devant lui. Et juste le fait qu'il l'a regardée, bah, il a failli se faire lyncher, parce qu'ils lui disent mais qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi tu regardes? Bon, grâce encore au secours des autres noirs qu'il y a dans le car, ça se calme, mais ça fait même pas 5 minutes qu'il a commencé son enquête, et il a failli mourir 10 fois, quoi. Donc déjà on se dit que ça va être compliqué pour lui. Donc, bien sûr je vais pas vous raconter tout le livre, hein, mais c'est juste pour expliquer en fait déjà l'immersion totale que permet cette démarche qu'il a. Et donc bon, il commence son voyage, il essaye de travailler, au début il n'arrive pas à trouver de boulot, il essaye de trouver juste des chambres où dormir, il comprend vite que bah, ça sera que dans le ghetto, et que dans le ghetto c'est pas des chambres d'hôtel de blancs, que même s'il y a un monde parallèle de noirs, bah, les noirs ils ont pas d'argent, et que les chambres d'hôtel de noirs, bah, parfois ils dorment à 10 dans la même chambre. Au début il a bien essayé de faire semblant d'être cireur de chaussures, parce que il s'était arrangé avec un gars qui connaissait à l'avance. Bon, ça a tenu 2 jours, et il voyait bien que comme ça de toute façon il n'allait pas avancer dans son enquête. Mais en réalité, parce que je ne vais pas vous raconter toutes les anecdotes, mais ce qui ressort vraiment de l'expérience petit à petit, quand il s'immerge vraiment dans la peau d'un noir, comme le dit le titre, c'est déjà qu'il voit tout de suite que pour les blancs, c'est pas un être humain, c'est c'est une autre espèce, et que quand il s'adresse aux blancs, dans le regard déjà, il y a un mépris, il y a une haine, il y a une condescendance qui est toujours là, quel que soit le cas de figure, quel que soit. Par exemple, il y a un truc qui revient souvent dans le livre, des fois, comme c'est le sud des États-Unis, il a soif, il voyage, il demande un verre d'eau. Et parfois, il est dans un endroit où il n'y a pas de truc pour les noirs, quoi. Et à chaque fois il demande un verre d'eau, il rentre pas dans le bar, il rentre pas dans l'épicerie, il dit excusez-moi monsieur, est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, à la limite je vous paye. Et le mec lui répond oui bien sûr, en plus en anglais, vous savez, on dit boy pour un noir, c'est super méprisant. Donc il dit ouais, of course boy, mais si tu veux un verre d'eau, bah, tu vois, tu sors du magasin, tu tournes à droite, et dans 12 blocs, en fait, tu tournes encore à droite, et là tu auras un endroit pour boire. Et c'est un truc comme s'il allait contaminer l'eau des blancs. Après, bien sûr, hein, je fais pas le candide, je sais très bien que l'Amérique, c'est encore aujourd'hui, il y a Black Lives Matter, c'est tout ce qui s'ensuit. Mais en réalité, en lisant son livre, on se met vraiment
peau d'un noir, parce que c'est 24 heures sur 24. Par exemple, on sent la peur aussi. On sent qu'il a peur à chaque moment. À chaque fois qu'il sort du cocon du ghetto noir et qu'il a besoin d'aller travailler ou de prendre des transports en commun ou de chercher du travail. La peur est constante. À un moment donné, il est au Texas et pas longtemps avant, il y a eu un lynchage. Et je crois en plus que c'est un lynchage célèbre qui avait eu lieu. Parce que je crois qu'en regardant un film une fois, j'en avais entendu parler. C'est un mec qui s'appelait Mac Packer. Et je crois qu'il arrive juste après le lynchage. Et donc il y a de la tension. Et en fait, il manque d'y passer, quoi. Juste parce que il est dans le quartier et que lui, il arrive à ce moment-là et qu'il cherche à travailler, il cherche une chambre. En fait, il manque de se faire lyncher lui aussi parce que bah, voilà, c'est tendu et que c'est un noir et que puisqu'ils en ont lynché un, bah, peut-être qu'ils peuvent en lyncher deux. Et ça continue comme ça. À un moment donné, il se dit bah, je peux pas rester dans cet état. Et il décide d'aller en Louisiane. Pas en Louisiane. Alors, il y a la Louisiane, l'Alabama, la Géorgie, le Mississippi. Je crois que le dernier, c'est la Géorgie, je crois, où il arrive. Et il est un peu inconscient parce qu'il décide de faire du stop. Même moi, là, à ce moment-là, je me suis dit non, mais il est ouf. Parce qu'il a déjà fait 3 états. Il a failli mourir 1000 fois. Et en fait, il finit un boulot chez un blanc. Et c'est loin, c'est dans la campagne. Et au lieu d'aller prendre un bus pour les noirs, ou, enfin, de voir un autre noir et d'aller avec lui, en fait, il a encore des réflexes de blanc. Et il fait du stop. Et je crois qu'à un moment, en plus, il y a un mec qui lui dit non, mais t'es ouf, fais pas de stop. T'es noir, t'es dans la campagne, t'es en Géorgie, tu vas mourir. Puis bon, il y va quand même. Et là, il y a un autre visage des blancs en fait. Et ça, par contre, j'aurais jamais pensé. Parce que bizarrement, plein de mecs s'arrêtent, le prennent en stop, et ils lui demandent où il va. Ils disent ok, tout, je t'emmène pendant 10 km, 5 km. Mais au bout de 2-3 minutes, une fois qu'ils ont posé les questions d'usage, comment tu t'appelles, tu vas où et tout de suite, il y a une espèce de fantasme de blanc sur les noirs et il lui pose des questions super malaisantes sur genre est-ce que t'aimes les blanches et c'est quoi la taille de ton sexe et est-ce que t'as envie de faire l'amour avec des blanches et à chaque fois et il y a au moins 5 ou 6 mecs qui le prennent. Moi à chaque fois qu'il arrive à ce moment là il trouve une excuse ou pour s'en aller ou sortir de la voiture ou c'est le blanc qui s'énerve parce que l'autre il répond d'une manière qu'il faut pas. Mais là par exemple moi je me serais jamais attendu à ça. Cette espèce de fixation qu'ont les hommes blancs sur les noirs par rapport à leurs femmes. Ah, je sais bien, ça aussi, toutes les affaires de lynchage, justement, 99%, c'est des histoires de soi-disant de noirs qui auraient touché une femme blanche. Euh, le célèbre massacre de Tulsa, là, dont on a fêté les 100 ans, là, y a pas, enfin fêté, dont on a célébré, enfin pas célébré, mais je trouve plus le terme. Enfin bref, il y a eu l'anniversaire des 100 ans de ce massacre horrible, là où ils ont brûlé la moitié de la ville, parce qu'à Tulsa, il y avait une communauté noire assez aisée. Et en fait, les Blancs n'arrivaient pas à admettre que cette communauté était prospère. Et un jour, en fait, il y a un noir qui passe dans le quartier blanc et il passe devant une affiche de cinéma, je crois. Et il regarde une affiche et parce que je crois qu'il y a une actrice blanche sur l'affiche. Enfin bref, ils arrivent à monter ça en épingle pour faire croire qu'il a violé une femme à la fin. Du début de regarder une affiche avec une actrice blanche, à la fin on passe au viol d'une blanche. Bref, ils le lynchent, ils le tuent. Finalement, il y a des émeutes et puis ils en profitent pour aller saccager le quartier noir. Ils brûlent tout et il y a des milliers de morts. Et finalement, cette communauté qui était prospère, et ben, elle est réduite en cendres, elle est réduite à néant. Et d'ailleurs, pareil, cette histoire d'affiche, là, ça lui arrive un moment aussi à Griffin, là, dans le livre. Il regarde une affiche et ça plaît pas aux blancs. Et pareil, il a failli se faire bastonner. Une fois, il attend le bus encore. Et puis il y a des mecs tout de suite, même il y a une femme qui vient qui lui dit non, hey, boy, pelé, qu'est-ce que tu fais là? Il y a des mecs comme toi, hein, ils t'attendent pas le bus ici. Donc il commence à partir, mais il y a un mec qui le suit. Et puis il se dit là, je vais vraiment mourir. Et en fait, il se rappelle pendant la guerre, il a appris le judo. Et tout en continuant à avancer, il commence à parler fort en disant bah viens dans la ruelle, je vais te défoncer, en espérant que le mec ait peur quoi. Et il tourne dans une ruelle et finalement le mec a peur et il se barre, mais là il se rend compte qu'il a vraiment failli mourir et il décide de rentrer. Mais tout ça pour dire que là je vous ai parlé de 3 4 anecdotes et ce qui est fantastique dans ce livre en réalité, bah, encore une fois c'est ça, c'est cette immersion totale. On se met à la place d'un noir vraiment.
et on voit ce qu'était la ségrégation dans le Sud avant, parce que c'est en 59 et on sait qu'à partir de, par exemple, quand il est en Alabama, Luther King, il a déjà commencé un petit peu à remuer les foules et à commencer son travail de sape. Et on voit que, parce qu'à partir de 61, 61 62, il y a vraiment les droits civiques qui arrivent et ça change un peu. Bon, le Sud, ça mettra plus de temps, mais après, en tout cas, c'est un nouveau monde pour les Noirs. Et en fait, grâce à cette expérience-là, on voit vraiment ce que pouvait ressentir un Noir toute sa vie en réalité. Et bizarrement, en fait, quand Griffin arrête son enquête et retourne dans le monde des Blancs, le temps que le traitement ne fasse plus effet, donc il fait d'abord des articles dans le magazine, là, Sepia, et tout de suite, en fait, bon, déjà, bien sûr, il y a les Blancs qui le traitent de traître, il reçoit des menaces, d'ailleurs, à un moment donné, le Ku Klux Klan va faire brûler des effigies devant chez lui, puis 2-3 ans plus tard, il va vraiment se faire tabasser dans la rue, au point qu'il va déménager au Mexique avec sa femme. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est qu'en réalité, la communauté noire n'accepte pas en fait ce qu'il a fait. Et ils le reprochent en fait, ils lui disent bah ouais, pour toi c'est facile, t'as été noir 6 semaines, mais t'es redevenu blanc et quoi. Nous on peut pas redevenir blanc, on est toujours noir. Ils voient pas en fait que lui il a fait ça avec la meilleure volonté possible. Alors bien sûr, on peut comprendre le fait que ça puisse heurter à la limite, mais le mec il est vraiment sincère. Déjà on voit son parcours avant, on voit qu'il a fait ça vraiment parce qu'il s'intéressait à la cause noire, entre guillemets, c'était le début de la lutte pour les droits civiques, mais toute sa vie, ça lui a été reproché. En réalité, ensuite, les blancs comme les noirs vont lui faire des reproches tout le temps, au point que je crois parce que il y a enfin les articles qui paraissent tout de suite après, et en 61 le livre paraît, et en 64 il y a une adaptation au cinéma avec Spencer Tracy, je crois. Donc pendant quelques années, il est vraiment sous le feu des projecteurs. Et il a toujours les mêmes reproches, les mêmes reproches, les mêmes reproches, au point qu'en 75, publiquement, en fait, il s'excuse. Il dit qu'il n'aurait pas dû faire ça, que jamais un blanc pourra ressentir ce qu'un noir ressent. Et en fait, moi, je ressens ça comme une injustice envers lui. Parce qu'il faut arrêter. Il y en a même qui disent, bon, c'est a posteriori, mais genre qu'il a fait un blackface, là. Comme les mecs qui se grimaient en noir au cinéma ou dans les cabarets pour se moquer des noirs, quoi. Mais là, c'est pas du tout ça. Je veux dire, il faut quand même faire la part des choses. Le mec, il a été super courageux. Il a risqué sa vie 1 million de fois. Personne lui a demandé de faire ça. Et il l'a fait avec la meilleure volonté du monde. Enfin, après, nul n'est prophète en son pays, comme on dit, mais je trouve ça malheureux qu'il ait dû vraiment se repentir de ce qu'il avait fait. Alors que personne ne l'a fait à part lui. Et que le livre, il n'y a pas une once de condescendance envers les noirs, de racisme à l'envers. Enfin, il est super sincère, super honnête avec ce qui se passe. Et il brosse un tableau que peu d'auteurs ont brossé sur cette période et sur cette communauté. D'ailleurs, il insiste vraiment dans le livre, on sent, parce que ce qui est fort, c'est comme c'est lui qui vit l'expérience et qui parle à la première personne, donc on ressent en fait tout ce qu'il ressent. Et on voit bien les deux mondes, on voit la peur constante quand il est chez les Blancs, et on voit la solidarité, pareil, constante, quand il est chez les Noirs, ou les Latinos, en tout cas toutes les communautés qui sont ségrégées aux États-Unis. Plein de fois, c'est vraiment parce que y a d'autres Noirs ou d'autres Latinos qui sont dans le coin et qui le sortent de mauvais pas, mais de fou, quoi, où il n'allait pas s'en tirer. Et sans rien demander, ils ont rien, comme d'habitude, quoi. De toute façon, c'est toujours quand on n'a rien qu'on partage tout. Mais en tout cas, justement, on peut pas trouver une ligne dans le livre qui montrerait qu'il a fait ça de manière hautaine et condescendante et avec une mauvaise volonté, une mauvaise intention. Au contraire, c'est vraiment un manifeste pour que la communauté noire accède à l'égalité totale en Amérique. En tout cas, moi, c'est un livre qui m'a scotché. Je l'ai lu 2 fois. Je l'avais lu quand j'étais jeune, venu en pensant qu'au début vraiment que c'était pas possible, quoi. En tout cas, de se faire passer pour un noir. Et je l'ai relu il y a pas longtemps parce que j'étais retombé dessus dans une brocante et je me suis dit tiens, je vais essayer de
de m'y remettre et voir si ça passe toujours, quoi. Si avec les années, ça n'a pas perdu un peu de, justement, sa pertinence. Eh ben, je trouve pas. Je trouve que ça n'a rien perdu de sa pertinence. Je trouve que, en fait, justement, comme je vous disais, avec tout ce qui se passe encore aujourd'hui, avec Black Lives Matter, avec Trump, avec même ce qui se passe en France, avec toutes les communautés, c'est super pertinent. Et justement, se mettre à la place des autres. Bah, aujourd'hui, s'il y en avait pas mal qui faisaient cette démarche, il y aurait peut-être moins de problèmes. En tout cas, tout ça pour dire que c'est un livre qui est disponible partout, chez Folio, qui coûte pas cher. Et ça doit coûter 6 ou 7 euros neuf et 1 euro d'occasion si vous le trouvez dans une solderie. Et je vous le conseille parce que les autres podcasts que j'ai fait c'était sur des livres de SF ou de fantasy. Bah ça c'est plus que de la SF comme dirait l'autre. La réalité dépasse la fiction. Pour de vrai. C'est incroyable. Et donc bah les mangeurs de livres, si vous voulez manger du livre, lisez dans la peau d'un noir. À bientôt sur ce podcast, j'en bafouille. Au revoir.